du sujet qui fâche, les thunes, et plus précisément le rapport influenceur du milieu du livre avec l'industrie du livre et plus particulièrement les maisons d'édition. C'est clairement l'un des sujets les plus chauds du booktube game car il a tendance à échauffer un petit peu tous ces acteurs, qu'il s'agisse des booktubeurs, des blogueurs, des bookstagrammeurs et bien sûr les principales concernées, les maisons d'édition. La rémunération dans le domaine du livre, et particulièrement en francophonie, ça a toujours été un sujet assez compliqué. Que ce soit les auteurs qui peinent à négocier leurs droits ou encore à se faire rémunérer en salon, il semble que le milieu du livre soit toujours plus radin avec ceux qui lui permettent d'exister pour se faire toujours plus de marge sur leur dos. Et comme je ne suis pas autrice, je vais vous parler d'un milieu que je connais plutôt bien désormais, celui de booktubeuse. Pour que les choses soient un petit peu digestes, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, j'ai décidé de découper ma vidéo en 3 parties. La première s'intéresse au marketing dans le domaine du livre. La seconde mettra l'accent sur la valeur de votre travail en tant que booktubeur, blogueur, bookstagrammeur. Et enfin, dans la dernière, je vous partagerai quelques-unes de mes expériences à ce sujet sur Booktube. Ce qu'il faut savoir quand une maison d'édition vous contacte pour vous proposer l'une ou plusieurs de leurs parutions, ce n'est pas seulement pour vos beaux yeux, c'est avant tout du marketing. Certes, elle peut très bien aimer votre contenu et le trouver de qualité, vous trouver sympathique ou estimer que ces collections correspondent plutôt bien à votre univers. Le fait est qu'utiliser votre plateforme pour mettre en avant sa ou ses parutions est son but premier. Ne vous méprenez pas à ce sujet. Et c'est dit sans aucune forme de méchanceté ou d'attaque, tout simplement parce que le marketing, et plus particulièrement le marketing digital, ça a été mon métier pendant 7 ans. Je sais donc de quoi je vous parle. Les maisons d'édition, comme toutes les entreprises, vont utiliser les moyens à leur disposition pour toucher des cibles et faire des ventes. Les moyens qui sont à leur disposition ici, ce sont les bookstagrammeurs, les blogueurs, les booktubeurs. Et c'est d'ailleurs assez amusant d'avoir eu cette double position pour observer l'évolution du marketing dans le domaine du livre, puisque j'ai eu à la fois celle de booktubeuse, donc d'influenceuse, mais aussi celle de marketeuse. Et c'est d'ailleurs ce qui me pousse à vous faire cette vidéo, vous expliquer comment ça marche. On va donc rappeler quelque chose d'assez essentiel et qui semble avoir été assez oublié tant la machine s'est un petit peu renversée sur Booktube et compagnie. Les maisons d'édition sont des entreprises. Elles produisent peut-être des livres que vous adorez, mais elles sont avant tout des entreprises. Elles doivent donc générer un chiffre d'affaires, payer des employés, faire tourner et grandir un business. Pour ce faire, elles ont des pôles marketing et communication qui doivent faire leur travail, c'est-à-dire faire parler de leurs livres. Et c'est là que vous intervenez. Si elles passent par des méthodes classiques comme par exemple des envois à des journalistes ou encore des achats d'encarts sur internet ou dans la presse, des passages parfois à la radio, des posts sur les réseaux sociaux ou encore, c'est bien plus rare, des passages à la télévision, vous êtes aussi l'un des outils de ces campagnes marketing. Car vous avez quelque chose que ces marques recherchent tout particulièrement, une audience ciblée. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement précieux dans le petit monde du marketing. Et je m'excuse aussi pour les variations de lumière puisque la météo a décidé de me troller, c'est totalement nuageux donc je n'arrête pas de passer de l'ombre à la lumière. Mais qu'est-ce que c'est le marketing ciblé? Alors pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous mettre en opposition ce qu'est le marketing dit classique et le marketing ciblé. Par exemple, pour une campagne de marketing dite classique, imaginons qu'une maison d'édition va passer par un influenceur lifestyle assez généraliste pour mettre en avant l'une de ses parutions. Cet influenceur aura une audience assez large composée de personnes avec des goûts très variés. Parmi ceux-là, il y en aura qui liront assez fréquemment, d'autres qui ne le font qu'occasionnellement ou encore d'autres qui ne lisent absolument pas et que ça n'intéresse pas du tout. Parmi les personnes qui liront, la maison d'édition n'a absolument aucune idée de la proportion de lecteurs qui pourront être intéressés soit par son genre littéraire ou bien même par le style de livre qu'elle met en avant via les réseaux sociaux de cet influenceur lifestyle. Bref, l'audience touchée sera très large, mais la maison d'édition n'aura absolument pas l'assurance qu'une proportion importante de personnes viendront acheter son livre par la suite. C'est ce qu'on appellera le taux de transformation, le rapport personne touchée et déclenchement d'achat. Et ici, même si l'audience touchée est grande, le taux de transformation ne sera pas forcément très important. En revanche, ce ne sera pas le cas dans une opération de marketing ciblée. Puisque vous l'aurez deviné, le principe du marketing ciblé, c'est de toucher une audience bien précise qui sera particulièrement sensible aux produits proposés et qui sera donc plus susceptible de passer à un acte d'achat. Et comme vous le savez, les booktubeurs, les blogueurs, les bookstagrammeurs parlent de livres à des personnes qui consomment des livres et qui les suivent pour cette raison bien précise. On parle donc de passionnés qui parlent à d'autres passionnés qui leur font confiance pour leurs avis et leurs recommandations.
recommandations. Ainsi, si une maison d'édition décide d'y promouvoir l'une de ses parutions, l'audience concernée sera donc directement touchée et bien plus susceptible de passer à un acte d'achat. Le taux de transformation sera donc bien plus important et c'est pour cette raison précise que vos plateformes sont très intéressantes et ont de la valeur pour les maisons d'édition. Mais pourquoi ce petit cours magistral de marketing, me direz-vous? Parce que je tiens à insister sur le fait que recevoir et présenter un service presse sur ses réseaux sociaux, même si c'est sympathique, ce n'est pas un acte anodin. C'est participer à une opération marketing ciblée. Et malheureusement, 90% du temps, ce n'est pas rémunéré sur Booktube ou même sur les autres réseaux pour la simple et bonne raison que les maisons d'édition ne le proposent pas naturellement. Depuis des années, elles comptent sur votre passion pour vous proposer des services presse. Les services presse sont d'ailleurs très souvent présentés comme un cadeau, un gain, voire une chance, alors qu'ils sont en fait un support de travail. Car que vous le lisiez juste, que vous le mettiez en scène dans une photo ou que vous le mentionniez juste sur vos réseaux sociaux, c'est du temps et du travail que vous mobilisez gratuitement pour une opération marketing. Et ne vous me prenez pas, la plupart des grosses maisons d'édition, j'insiste quand même sur ce sujet, ne piochent absolument pas dans leur stock de livres pour vous les proposer. Ils ont des quotas spécifiquement prévus pour les services presse. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on les appelle des services presse. Il ne s'agit donc pas d'un sacrifice qu'ils font pour vous, grands passionnés de lecture, en vous les envoyant. Évidemment, les budgets et les possibilités seront moindres pour une petite maison d'édition, mais globalement, le principe reste le même. Si vous êtes donc contacté par une maison d'édition pour recevoir un service presse, c'est donc que votre audience l'intéresse spécifiquement et que le travail que vous allez mobiliser pour cette maison d'édition et pour présenter ce livre a de la valeur. J'en arrive donc au sujet tabou, la rémunération. Demander à ce que cette prestation soit rémunérée devient alors parfaitement légitime et normal. J'estime d'ailleurs que ça devrait être la norme comme ça tend à l'être de l'autre côté du globe. J'entends par ici les États-Unis où la pratique s'est à peu près normalisée, même si les tarifications pour ce type de prestations restent toujours un petit peu inégaux. Le problème, très peu de personnes se sentent encore légitimes à demander cette rémunération. Et à cela, il y a plusieurs explications. D'une, les maisons d'édition prennent très peu l'initiative de proposer une rémunération d'office, comme je vous le disais précédemment. La pratique est très peu démocratisée en francophonie et donc les influenceurs du milieu du livre en francophonie partent du principe que ça n'arrivera pas et donc ne font pas la demande. Peu d'influenceurs réalisent la valeur de leur travail et de leur audience. Le livre est souvent présenté comme la rémunération alors que c'est en réalité le support de travail. La pratique est si peu démocratisée et si peu courante que les influenceurs ont peur de la demander aux maisons d'édition, de peur d'être repoussés à l'avenir par cette maison d'édition, et ainsi le système s'entretient tout seul via la peur et une absence de proposition. Pire, la balance s'est même carrément inversée chez certaines maisons d'édition, puisque parfois l'obtention d'un service presse est parfois présentée comme une chance et un gain à remporter avec un système de premier arrivé, premier servi, où les influenceurs se précipitent pour en faire la demande. On trouve aussi un système de candidature où il faut présenter donc sa candidature et où les meilleurs seront sélectionnés pour recevoir un service presse. On a donc attribué une forme d'exclusivité, une forme de gain à saisir absolument autour des services presse. Le système s'est donc complètement inversé et ce sont les médias qui demandent désormais à faire la publicité des marques et non l'inverse. D'un point de vue marketing, c'est franchement un énorme coup de maître pour les maisons d'édition puisqu'elles ont réussi à trouver une publicité motivée, ciblée et totalement gratuite. Une technique qui ne s'applique en revanche pas avec les influenceurs lifestyle, beauté ou moins ciblés que la sphère littéraire. Avec eux, les propositions de rémunération sont généralement plutôt spontanées et normalisées puisque ce ne sont absolument pas eux qui viennent d'en faire la demande aux maisons d'édition. Il n'est donc pas rare de voir des gros comptes lifestyle ou beauté présenter des livres avec un petit encart spécifiant une rémunération. Une pratique qui choque d'ailleurs assez souvent certains influenceurs du livre puisqu'ils réalisent que le même livre qui est présenté et qui est rémunéré leur a été proposé mais sans la rémunération qui allait avec. Je vois d'ailleurs souvent des commentaires du type « Oui mais elle les lit même pas, c'est pas juste qu'elle soit payée pour ». Ouais, mais c'est aussi le système qui profite un petit peu de votre passion. Des rémunérations qui peuvent d'ailleurs facilement approcher le millier d'euros selon la taille de l'audience de cet influenceur, même si son public est absolument moins ciblé et peut-être moins précieux pour la maison d'édition. Évidemment, ce sont des montants qui vont concerner des grosses maisons d'édition avec des budgets équivalents et qui peuvent donc se permettre de rémunérer très cher certains influenceurs, mais qui pourraient aussi mobiliser une partie de leur budget pour rémunérer d'autres influenceurs, c'est-à-dire vous. Tout cela use pour vous rappeler que votre travail a de la valeur, que vous en soyez conscient ou pas. Réaliser que son travail a de la valeur dans le domaine littéraire n'est pas toujours évident car on y associe souvent un complexe de légitimité. Par exemple, je me souviens de mes débuts en tant que booktuber il y a bientôt un siècle. J'entendais parler de services presse qui étaient proposés à droite à gauche par de grandes maisons d'édition, mais je me sentais pas forcément concernée par le sujet parce qu'on ne m'en proposait pas personnellement. J'associais donc la proposition et la réception de services presse comme une sorte de validation de la qualité du travail de mes pairs booktubeurs et booktubeuses quand ils en recevaient. Et je sais que c'est le cas de pas mal de personnes qui, lorsqu'elles débutent, vont considérer
considérer le service presse comme une sorte de privilège qui sera réservé à ceux qui réussissent ou qui sont reconnus par le milieu littéraire. En obtenir un à son tour est alors une espèce de cap à franchir que l'on ne souhaite pas perdre de peur d'être rejeté par le système. C'est pourquoi on n'ose pas forcément demander une rémunération. Car même si on prend conscience de la valeur de son travail, on a peur de sortir du lot et donc de sortir de ce système déjà bien mis en place. C'est alors un système qui s'auto-entretient et qui est basé sur la peur de demander une rémunération. Si j'ai déjà expliqué que l'envoi d'un service presse par une maison d'édition était du marketing pur, je souhaite aussi insister sur un point important. Toute prestation pour laquelle vous allez mobiliser votre temps, vos outils, votre créativité ou votre audience représente un réel travail. Par ça j'entends le partage d'une photo sur vos réseaux sociaux, sa mise en scène, ses retouches, son cadrage ou encore l'investissement financier réalisé dans le matériel qui sera mobilisé pour cette même photo, le partage d'une chronique, le temps passé à l'écrire, la reprendre ou la penser, le partage d'une vidéo, le temps passé à la filmer, le temps de montage, la miniature ou encore l'édition, le partage d'un billet de blog avec son écriture, le choix des photos ou encore sa mise en page, ou encore le post d'une communication prévue par une marque selon un délai et un calendrier bien précis. Ces différentes tâches sont tout ensemble ou séparément des missions qui peuvent être réalisées par des professionnels tels que des journalistes, des community managers ou des photographes. Et même si ce travail est fait par passion de votre côté, cela ne signifie pas que ce n'est pas un travail de qualité pour autant. Je ne tente pas avec cette vidéo de vous forcer la main à demander une rémunération, mais de mettre en lumière ce système où elle est forcément supprimée de tout discours, voire silenciée comme potentielle possibilité. C'est une pratique qui vient inverser le principe d'offre et de demande et qui vient offrir tous les gains aux marques. Leur position de demande est présentée comme une offre avec un support de travail, le livre, qui est présenté comme une rémunération pour la prestation réalisée. On part du principe que la passion justifie une non-rémunération. Mais comment changer ce système? Eh bien en démocratisant la demande de rémunération. Plus elle sera courante et normalisée par les influenceurs, plus elle sera proposée et calculée par les maisons d'édition. Ce ne sera donc plus aux influenceurs de craindre de la demander de peur d'être supprimés d'un éventuel listing de service presse. Si elles ne vous la proposent pas automatiquement et régulièrement, pour celles qui en ont les moyens, c'est qu'elles savent très bien que les influenceurs n'en feront absolument pas la demande. J'aimerais bien vous dire qu'un jour elles pourraient automatiquement changer leur demande, mais franchement, j'y crois pas trop. Je pense plutôt que c'est en se mobilisant tous ensemble qu'on pourra faire changer ce système et que la rémunération pourra être normalisée. Mais vous allez me demander, quand demander une rémunération? J'estime personnellement qu'à partir du moment où une maison d'édition vous impose quoi que ce soit pour la réception d'un service presse, alors une rémunération devient parfaitement légitime puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un travail, même s'il vous semble minime. Ces conditions qui vous sont imposées peuvent être absolument variables et celles que je vais vous citer sont quand même assez courantes. Par exemple, la demande d'un partage ou plusieurs partages de ce livre sur l'un ou plusieurs de vos réseaux sociaux, le post d'une chronique avec ou non un minimum de lignes ou un minimum de temps de vidéo, une date ou un délai imposé pour le partage de ce service presse sur vos réseaux, une photo, une vidéo ou une mention obligatoire du service presse reçu sur vos réseaux sociaux, un avis forcément positif ou des mots imposés, voire carrément un brief. Bref, les conditions peuvent être extrêmement variables, mais celles que je vous ai citées sont souvent les plus courantes. À partir du moment où une maison d'édition exige quoi que ce soit pour la réception d'un service presse, alors une condition est posée, et donc un travail est demandé. Il y a donc une demande légitime de rémunération qui peut être demandée de votre part. Oui, mais quelle rémunération demander? De manière générale, on peut estimer le partage d'une photo ou d'une chronique de livre à quelques centaines d'euros. C'est par exemple la norme dans plusieurs pays anglophones, même si ce montant peut être variable en fonction de l'investissement réalisé, donc du temps passé sur cette prestation ou encore de la taille de votre audience. Il serait d'ailleurs plutôt juste de pouvoir établir tous ensemble une forme de grille tarifaire afin qu'on puisse tous s'y retrouver et savoir proposer des tarifs juste auprès des maisons d'édition et que ce soit équitable entre tous les influenceurs du livre. Oui, mais vous me direz, si on met en place ce système, peut-être qu'il y aura moins de services presse, qu'il y en aura moins pour tout le monde ou alors qu'ils seront réservés aux gros comptes. Pas forcément, car un service presse reste simplement un service presse et n'est pas toujours chroniqué par les journalistes qui le reçoivent, ni les booktubeurs d'ailleurs. En revanche, les tâches imposées et donc des travaux imposés seront eux rémunérés à leur juste valeur. Et ça, c'est totalement différent de l'envoi simple d'un service presse sans condition. Et peut-être qu'ainsi, les comités de lecture gratuits que s'offrent pas mal de maisons d'édition jeunesse, érotique ou encore SFFF cesseront de pratiquer leur méthode que je trouve particulièrement douteuse. Si vous vous demandez de quoi je parle, il s'agit de maisons d'édition qui viennent sélectionner des candidats pour participer à une sorte de comité de lecture assez exclusif qui viendra rassembler à peu près une trentaine de personnes. Ces personnes sont alors destinées à recevoir l'ensemble des parutions de l'année de la maison d'édition
à les chroniquer dans des fiches internes, à les partager sur leurs réseaux sociaux ou encore à donner un avis sur ces différentes réceptions sur les réseaux sociaux, un avis qui est d'ailleurs souvent sujet à un calendrier, à une sorte de délai plus ou moins, s'il n'est pas imposé, largement conseillé, sous peine d'être rejeté ensuite de ce petit comité exclusif. Et tout ça bien sûr, gratuitement. C'est d'ailleurs la foire d'Empoigne chaque année pour en faire partie, et j'ai vu naître plus d'un drama sur les réseaux sociaux pour savoir pourquoi machin en faisait partie et pas d'autres. Là encore, je ne viens absolument pas blâmer les influenceurs qui y participent, mais je viens plutôt critiquer les maisons d'édition qui viennent profiter du système pour créer une demande et exploiter une ressource marketing gratuitement. Une pratique dont ils sont parfaitement conscients et qu'ils n'assument qu'à moitié, ce qui a d'ailleurs poussé certains directeurs de collection à menacer certains influenceurs de diffamation quand ils venaient la dénoncer. Le bilan de tout ça vous fait réaliser que votre passion est un véritable travail qui pourrait être rémunéré à sa juste valeur par vos maisons d'édition préférées. Je sais d'avance que cette vidéo ne sera pas forcément bien reçue de la part de maisons d'édition ou même d'autres influenceurs. Toutefois, je tenais vraiment à vous partager mon retour d'expérience sur le sujet. D'une part parce que personnellement, je ne prends absolument pas de risques en le faisant, car je ne vis pas de cela et ce n'est absolument pas au programme pour ma part. Mais aussi parce que si mes remarques peuvent permettre de faire un petit peu bouger les lignes et le système, ce sera déjà une bonne petite victoire. Afin que vous puissiez en savoir plus sur le sujet, je vais vous partager quelques petites anecdotes qui me concernent, qui m'ont marqué et qui vous permettront peut-être de prendre un petit peu plus conscience des efforts qu'il reste à faire dans le milieu du livre vis-à-vis des influenceurs. On me demande très souvent si je vis de Booktube. La réponse est non. D'une part parce que la rémunération proposée par YouTube est extrêmement faible et ne permet absolument pas d'en vivre, mais aussi parce que les propositions directes de rémunération provenant du milieu du livre sont extrêmement faibles quand elles ne sont tout bonnement pas inexistantes. Je pourrais d'ailleurs compter sur les doigts d'une main le nombre de maisons d'édition qui m'ont proposé une rémunération pour une chronique, et le plus triste dans tout ça, c'est que la plupart des maisons d'édition qui me l'ont proposé étaient toutes petites et faisaient donc un véritable sacrifice marketing en me la proposant. Ce sont des propositions que je n'ai pas acceptées tout simplement parce que j'accepte très rarement des services presse et encore moins des commandes puisque tout simplement ça ne m'intéresse pas personnellement et je n'ai pas forcément ni le temps ni l'envie de les faire. Toutefois, il reste assez triste de constater que les maisons d'édition qui, elles, ont le budget, n'en prennent que très rarement l'initiative. J'accepte donc très rarement des services presse de la part de maisons d'édition et lorsque je le fais, j'indique très clairement à mon interlocuteur que je ne pourrai absolument pas garantir ni de chronique, que je donnerai forcément un avis qui sera clair de ma part et totalement honnête, qu'il soit positif ou très négatif, et que je n'accepterai aucun délai de poste qui me sera proposé car j'en ferai littéralement qu'à ma tête, vous le savez, j'ai tendance parfois à lire des livres très vite ou parfois un an plus tard. C'est donc au risque et péril de la maison d'édition, si elle accepte tant mieux pour elle, sinon moi je m'en passe volontiers. En presque 5 ans de présence sur Booktube, j'ai personnellement été rémunérée une seule fois pour une prestation par une marque. On m'avait proposé avec plusieurs autres influenceurs de réaliser plusieurs prestations pour un événement pour une marque. Une interview d'une autrice en live sur Instagram, l'interview d'un auteur que j'allais filmer et monter et proposer à la marque, et enfin la participation à une table ronde avec d'autres influenceuses. Et j'ai touché moins de 200 € pour l'ensemble de ces prestations. Je sais, c'est extrêmement faible pour l'ensemble des tâches et du travail qui m'ont été demandées de réaliser puisqu'on parle de l'utilisation de matériel personnel utilisé pour filmer l'image et enregistrer le son, la préparation de questions et d'un travail d'analyse pour préparer plusieurs interviews, le montage et l'édition d'une vidéo, plus d'une demi-journée complète mobilisée pour ces événements, ainsi que plusieurs heures de post-production pour le temps passé sur le montage de la vidéo que j'avais ensuite fournie à la marque. À l'époque, j'avais pas osé questionner ce tarif, d'une part parce que je m'en sentais pas la légitimité, et aussi parce que j'avais peur, comme je vous le disais précédemment, d'être rejetée de ce projet qui franchement me motivait. De même, je n'avais aucune connaissance des tarifs à peu près en vigueur et donc que j'aurais pu fixer pour ces différentes rémunérations. Des facteurs qui ont permis à la marque de me sous-payer pour des prestations qui auraient pu chacune être chiffrées à plusieurs centaines d'euros. Et c'est donc en parlant avec d'autres influenceuses de cette journée, de ses pratiques et de ses prix, que j'ai pris conscience un petit peu de la problématique de rémunération, voire même des différences de rémunération qui avaient eu lieu ce même jour pour une même prestation entre différentes influenceuses. Certaines mieux armées et plus informées sur le sujet avaient donc proposé des grilles tarifaires à la marque qui les avait acceptées et cette marque s'était même bien gardée de nous proposer des tarifs similaires à moi et à d'autres personnes. À cela vous pourriez me dire que je ne peux en prendre qu'à moi-même de ne pas avoir su proposer une tarification juste. Mais si je vous en parle, c'est pas forcément pour que vous veniez me plaindre, c'est pas tellement le propos, mais surtout pour vous rappeler que si vous ne demandez pas une rémunération juste, ce ne sont pas les industries du livre qui vont le faire pour vous. Et ça, bah c'est bien triste.
L'ensemble des informations que je vous ai fait passer dans cette vidéo sont à la fois tirées de mon expérience de booktubeuse mais aussi de communicante. J'espère qu'elles sauront vous éclairer un petit peu plus sur le milieu du livre et la rémunération, mais aussi vous faire prendre conscience de la qualité de votre travail et de la valeur de votre travail en tant qu'influenceur ou influenceuse. Quelle que soit la taille de votre communauté, votre nombre de vues ou encore l'ancienneté de votre support, vous avez toute la légitimité de demander une rémunération pour une prestation spécifique qui vous sera demandée. J'espère personnellement que le milieu finira par évoluer et un petit peu plus se calquer sur les systèmes anglo-saxons et américains pour devenir un petit peu plus juste pour l'ensemble de ses membres. Je rappelle une nouvelle fois que le but de cette vidéo n'est absolument pas de blâmer ni de culpabiliser n'importe quel influenceur qui aurait réalisé l'une de ces prestations imposées gratuitement. Là encore, je vous juge absolument pas responsable du système qui profite finalement de vous, mais je viens vraiment blâmer l'industrie du livre qui profite du marketing gratuit que vous représentez assez souvent pour lui parce qu'il sait très bien que la rémunération n'est pas démocratisée, que l'on n'ose pas la demander et qui profite donc de votre passion et d'une certaine forme de naïveté pour profiter d'une communication à moindre coût. J'espère donc que cette vidéo aura su vous éclairer, n'hésitez absolument pas à partager vos anecdotes personnelles sur le sujet ou encore vos avis dans les commentaires et ce toujours avec bien sûr la plus grande des bienveillances. Et je rappelle aussi que les maisons d'édition ne sont pas toutes des diables, c'est pas le propos, mais vraiment je critique le système mis en place. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!